Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris qui va être consacrée pour clore cette année 2021 à l'élection chilienne, au second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 19 décembre 2021, élection dont nous avons souvent parlé ici et sur laquelle donc nous allons essayer de tirer quelques conclusions, en tout cas qui nous permettront de comprendre ce qui va se jouer maintenant dans la période qui va s'ouvrir au Chili. Alors bien sûr, difficile de ne pas évoquer les chiffres pour commencer parce qu'ils sont assez impressionnants au regard de la situation chilienne. Monsieur Gabriel Boric, le plus jeune président jamais élu au Chili, 35 ans, député des Magallanes, dans la région australe du pays. Monsieur Gabriel Boric qui a été élu avec plus de 55% des voix, alors qu'il avait fait entre guillemets que 25% au premier tour le 21 novembre, c'est important, on y reviendra. 55% des voix, il a dépassé les 4,6 millions de voix obtenues. Donc non seulement il est le président le plus jeune jamais élu, mais il est aussi le président qui a été le mieux élu de toute l'histoire chilienne également. Et il faut remonter à Eduardo Frei en 1993 pour trouver un candidat qui avait avant donc ce palmarès d'avoir été le président le mieux élu de l'histoire. C'est désormais Gabriel Boric, mais son opposant malheureux, défait, monsieur José Antonio Kast, tout de même a accumulé 3,6 millions de voix dans cette élection, ce qui en fait aussi finalement l'opposant le mieux élu, perdant, mais le mieux élu, qui a eu le plus de votes également de l'histoire chilienne. J'y reviendrai aussi parce que ça veut dire que M. Kast n'a pas disparu des écrans dans la vie politique chilienne pour les prochains mois. Toutefois, M. Boric remporte une victoire absolument incroyable, qui n'était pas du tout anticipable, qui n'était pas envisagée, y compris d'ailleurs dans l'état-major autour du désormais président. Tout ça n'allait pas de soi. Jusqu'à quelques jours avant le scrutin, beaucoup s'interrogeaient sur son résultat. Personne n'imaginait, disons, une telle vague pour lui. Alors, il a fait des scores absolument importants, en particulier dans la région métropolitaine de Santiago du Chili, avec plus de 60% des voix dans la grande métropole. Alors, quand on regarde une carte de Santiago, on se rend compte que l'ensemble de la ville et de sa périphérie a voté, disons, à 95%, 90% du territoire pour Boric, en particulier dans tout l'ouest de la ville. Ça montre que à la fois dans les quartiers urbains, classe moyenne, classe supérieure chiliens de la capitale ont voté de manière plus importante pour Boric que pour Kast, mais également, et c'est une des clés du vote, dans les périphéries, disons, les banlieues de cette grande région métropolitaine. Ça montre que Boric a bénéficié d'un sursaut de participation au deuxième tour, provenant d'abord des jeunes, certainement des jeunes votants, des primo-votants, et également d'une partie, pas tout, mais d'une partie, disons, du vote abstentionniste du premier tour, certainement d'un vote plus populaire. Donc il a réussi à agréger ces deux votes-là. C'est vrai à Santiago, c'est vrai aussi à Valparaíso, qui est une autre ville dans laquelle on a beaucoup voté pour Boric. Kast à Santiago a lui cumulé un vote, disons, dominateur, plutôt dans une partie assez limitée des quartiers plutôt riches de la ville, situés à l'est et au nord de Santiago. Alors, plus de 8 millions disons, de votants pour cette élection, c'est faramineux à l'échelle du Chili, en tout cas, puisque plus de 55% des gens ont participé à cette élection, dans un pays où le vote est obligatoire depuis 2012, mais dans lequel traditionnellement la majorité des Chiliens ne participent pas. Donc là, c'est tout à fait important. C'est l'élection où il y a le plus de participants. La dernière fois, c'était en octobre 2020, lorsque les Chiliens ont dit oui au principe d'une convention constitutionnelle désormais en place, ils s'étaient mobilisés avec 7,5 millions de voix. Donc c'était déjà là le top d'une participation au Chili. Désormais, avec l'élection présidentielle de 21, on aura marqué une nouvelle croix blanche, une pierre blanche, cette participation politique. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que Boric a bénéficié d'une vague assez massive, disons, de gens qui ont aspiré à éviter qu'un président d'extrême droite reprenne le pouvoir au Chili, bien sûr. Ça veut dire qu'en particulier dans les abstentionnistes, une partie est allée voter pour Boric, assez importante, même si l'abstention reste, elle, très importante quand même. Mais enfin, les quelques points d'abstentionnistes qui sont partis voter ont fait une grande différence. Ils ont voté pour Boric pour éviter le retour de Kast, et Boric a réussi finalement aussi
à convaincre une bonne partie des classes moyennes, des classes supérieures, disons diplômées, etc., urbaines, de voter pour lui, alors qu'elles étaient un peu timorées sur un vote Boric, pensant qu'il était trop radical. En tout cas, il a réussi à gagner l'ensemble de ces votes-là. C'est manifestement, en tout cas peut-être, la fin d'une période politique de 30 ans au Chili, ce qu'on a appelé la transition démocratique depuis 1990, avec l'effacement, disons, de l'avant de la scène des partis qui ont structuré la vie politique chilienne, en tout cas dans cette élection présidentielle, qui votent sur une personne, un projet, puisque les partis de la concertation, c'est-à-dire le Parti socialiste et la démocratie chrétienne, ont été, disons, rejetés à la périphérie de cette élection présidentielle, tout comme les partis de centre-droit, des droites traditionnelles, laissant la place à M. Cast de ce côté-là et à M. Boric de l'autre, avec des alliances qui sont un peu au départ à la périphérie du système politique chilien. Donc c'est un peu la fin d'une époque, mais pas tout à fait quand même. Il ne faut pas être binaire dans l'analyse. Pas tout à fait, puisque M. Cast, je viens de dire, a quand même désormais un socle qui va certainement être la base d'une opposition assez farouche au gouvernement actuel. Et puis, de l'autre, pas être binaire non plus, parce que le Congrès, je l'avais déjà analysé, le Congrès qui est composé de la Chambre des députés et du Sénat au Chili, qui a été renouvelé, la Chambre des députés et la moitié du Sénat lors du premier tour d'élection du 21 novembre, c'est pas vieux. En fait, la photographie du Congrès ne donne pas de majorité évidente à M. Boric pour gouverner. En effet, ce Congrès, eh bien, au niveau de la Chambre des députés, il y a 155 sièges, va se répartir plutôt favorablement à la gauche, mais plutôt, pour le coup, favorablement à, disons, au groupe de social-démocrates, c'est-à-dire des gens qui sont autour de Michelle Bachelet au Chili, disons le centre-gauche, qui n'est pas dans la coalition originaire de M. Boric, qui est constituée, comme on le sait, avec Apruebo Dignidad, du Parti communiste chilien et du Frente Amplio, le Front élargi, qui représente plusieurs partis de gauche plutôt radicales ou de social-démocrates radicales, mais en tout cas qui ne sont pas avec la coalition de centre-gauche. Donc le parti, la coalition de Boric n'est pas du tout majoritaire au sein de la gauche à la Chambre des députés, c'est important de le signaler. Il faudra s'allier avec la quarantaine de députés du centre-gauche issus de la concertation, grosso modo. Et puis au Sénat, c'est pareil, il y a 25 sénateurs de droite et 25 de gauche. Et là aussi, dans les sénateurs de droite et ceux de gauche, ceux qui dominent, c'est les partis traditionnels qui ont été défaits à la présidentielle. Donc il y a une contradiction dans cette situation. Eh bien, aussi bien au Sénat, M. Boric devra compter et même peut-être dépendre de la coalition, de la concertation pour pouvoir avoir les voix des sénateurs, et ce sera des alliances aussi qu'il devra nouer, certainement projet par projet, à la Chambre des députés. Donc on le voit, les choses ne sont pas si simples. Alors évidemment, il faudra voir ce que donne à la fin la constituante qui sera présentée aux Chiliens au printemps ou à l'été 2022, selon que les Chiliens l'approuvent ou la rejettent. Et ben, tout sera peut-être rediscuté à ce niveau-là, sur les équilibres de pouvoir, est-ce qu'il y aura de nouvelles élections, etc. C'est pas le schéma le plus probable non plus, mais laissons la porte ouverte. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, ce gouvernement arrive avec une très forte légitimité populaire, démocratique. C'est d'abord une aspiration démocratique qui a été réaffirmée. C'est aussi ensuite une aspiration à une société plus juste, plus égale, puisque finalement le projet de M. Boric se résume à une phrase qui est la sienne, qui n'est pas la mienne, c'est l'instauration d'un État-providence, c'est-à-dire d'un État qui redistribue des richesses produites par le pays, et la mise en place et le renforcement de droits individuels et collectifs, de protection sociale en matière de santé, de retraite et d'éducation, par exemple, tout ce qui n'existe pas en fait au Chili, ou de manière tout à fait embryonnaire et très inégale, puisque rappelons que le Chili est avec le Brésil pour l'Amérique du Sud et le Mexique pour l'Amérique latine globalement, le pays le plus inégalitaire de l'Amérique latine. C'est un pays où 10% des Chiliens détiennent près de 60% du revenu national et du patrimoine. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Et quand on va dans les 10, dans les 1%, eh bien, ils détiennent plus du quart des richesses, du revenu national chilien. Donc voilà dans quelle société on vit et voilà quelle société veut changer Monsieur Boric avec ce programme qu'il compte financer par une réforme de la fiscalité profonde et qui en fait mettra à contribution les catégories les plus riches, les hauts revenus de la population qui jusqu'à présent ont été globalement très affranchis de toute contribution à la vie et la communauté nationale. Donc l'idée c'est finalement de faire une réforme de la fiscalité qui permette de financer tout ça et de démocratiser
disons, la participation politique, de démocratiser l'État, d'y inclure de plus en plus les intérêts des secteurs populaires. C'est grosso modo ça que veut construire Boric avec, disons, une négociation avec les élites économiques et financières du Chili. Il va devoir négocier, c'est le mot qu'il faut employer, parce que même s'il est élu fortement, comme on l'a vu, il n'a pas toutes les marges de manœuvre. Il a ce congrès qui est complexe à gérer à venir. Et puis il a de l'autre côté des intérêts résilients qui n'ont pas disparu avec sa victoire au sein de l'opposition politique. M. Kast va jouer un rôle important. Il y a une polarisation dans ce Chili de 2021 qui ne s'est pas évaporée avec la victoire de M. Boric. Elle a été tranchée, la polarisation, majoritairement en faveur du camp, disons, populaire et démocratique, pour parler largement, mais M. Kast va rester l'homme qui va certainement être au cœur de la recomposition de droite radicalisée, qui n'accepteront pas facilement ce que veut mettre en place M. Boric, ainsi que les intérêts financiers et aussi médiatiques qui, au Chili, interviennent beaucoup dans la vie quotidienne politique. Donc il va falloir gérer tout ça pour M. Boric. En plus, il s'est engagé aussi à ne pas laisser la moindre impunité en matière de violence contre les droits humains. Ça fait référence à tout ce qui s'est passé lors du mouvement monstre social de 2019. Donc là aussi, va-t-il mettre en cause des policiers? Enfin, la justice va-t-elle mettre en cause la police, l'armée, le pouvoir de M. Piñera? Tout ça, ce sont des questions ouvertes. Et chaque chose va jouer dans le climat général et dans le rapport de force que va pouvoir établir M. Boric avec l'opposition et les élites chiliennes. Donc il ne faut certainement pas s'attendre au Chili à une forme de retournement de la table, de révolution ou de retour à la voie chilienne vers le socialisme, qui était ce que voulait incarner M. Allende avant qu'il soit éliminé par le coup d'État de Pinochet. On n'est pas dans les mêmes conditions, les rapports de force ne sont pas les mêmes. En tout cas, il est clair que l'aspiration qui est avec M. Boric, c'est l'entrée en scène d'une nouvelle génération de Chiliens, tout simplement, qui est née après justement la transition de 1990, une génération qui a grandi à la fois avec les revendications de nouveaux droits sociaux, sociétaux. La question des femmes est très importante dans la coalition qui a porté M. Boric au pouvoir. Le statut des femmes a changé au Chili depuis 30 ans par la qualification, l'accès à plus de formation, de diplômes, l'accès au marché de l'emploi, mais aussi l'entrée dans la grande précarité qui caractérise l'ensemble des travailleurs chiliens. Et c'est au nom de tous ces gens-là que s'est battu M. Boric et son camp. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui s'est exprimé dans ces changements politiques et qui vont intervenir à mesure que d'autres choses pourront avancer aussi dans le pays, comme la constituante, puisque j'en parlais tout à l'heure, elle va proposer la refonte de la Constitution, un nouveau texte des lois fondamentales du pays, du régime politique. Les Chiliens nous diront s'ils veulent ou pas. S'ils ne veulent pas, le gouvernement actuel restera dans le cadre de la constitution de Pinochet, issue de Pinochet, qui sanctuarise le modèle économique néolibéral, grosso modo. Donc ce sera une difficulté supplémentaire pour Boric, dont on peut donc comprendre pourquoi il va beaucoup pousser et tout faire pour que la constituante puisse bien travailler, réussir et faire adopter son texte, qui est plutôt un texte qui va avoir le visage ou reprendre les aspirations aussi là de la gauche et des indépendants des mouvements sociaux qui sont majoritaires au sein de la Convention constitutionnelle. Donc c'est tout ça en fait qu'il va falloir suivre dans les mois qui viennent, dans un contexte économique, social et sanitaire qu'on connaît, qui est très dur, qui est très difficile pour le Chili, qui est un pays comme tous les pays latino-américains frappé au cœur par la pauvreté, les inégalités, un endettement important de l'État, un manque de ressources, et c'est tout ça qui va devant disons, M. Boric, comme souvent un gouvernement progressiste, on va dire comme ça, arrive au pouvoir lorsque la crise est à son acmé, que les gens réclament des solutions. Et le défi pour la gauche en général est à ce moment-là très très compliqué. Elle a toujours un choix qui est entre une forme de modération en vue de conserver une sorte de conciliation, de réconciliation nationale, voilà, qui n'a pas toujours permis à la gauche d'aller très loin, ou alors d'oser, disons, aller au bout de certaines réformes radicales qui viseraient à transformer un peu les structures d'économie de la société. Ça, c'est trop tôt pour dire aujourd'hui où M. Boric se situe, mais c'est vrai que son alliance et les gens dont il va dépendre le pousseront à la modération, ça c'est certain. Donc il faudra suivre le Chili, disons, dans ces conditions-là. Alors je résume.
la fin ou l'aboutissement du chapitre de la transition depuis 90, un changement de régime politique, de partis qui aujourd'hui sont encore là, mais dont la dynamique a été dépassée par celle des nouveaux entrants, en quelque sorte, qu'incarne Boric. Et puis la possibilité d'une continuité de changement institutionnel, de transformation institutionnelle du Chili dans les mois qui viennent. C'est un peu ça qui est à l'ordre du jour. Eh bien, il faudra suivre en particulier le fil rouge, à mon sens, ce sera ce qui va intervenir sur la question de la fiscalité. Est-ce que M. Boric va réussir à imposer une fiscalité nouvelle qui lui permette de trouver des gisements de financement pour mettre en place l'État-providence, l'État social qu'il a proposé aux Chiliens? C'est toute la question qu'on suivra dans les mois qui viennent. Et bien sûr, nous y reviendrons régulièrement avec cette chronique de l'Amérique latine de l'IRIS. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous, bien sûr, une belle fin d'année, malgré tout ce qui se passe. Et en tout cas, on voit que parfois, lorsque l'adversité est forte, on voit que dans un pays comme le Chili, confronté à tant de difficultés, il y a un vrai choix qui a été exprimé par les Chiliens pour des changements, pour un besoin de protection, un souhait d'être protégé de tout ça, mais par le haut, en quelque sorte, en trouvant une forme qui permette plus d'égalité, ou par l'égalité, par plus d'égalité, de tenter de répondre aux problèmes qui sont présents, plutôt que par des solutions qui sont plutôt excluantes, qui vont chercher à durcir en quelque sorte les fractures de la société. C'était finalement un petit peu le slogan de la campagne, de la fin de campagne de Boric, c'était l'espoir l'a emporté sur la peur. Et nous verrons où tout ça permet aux Chiliens d'aller dans les mois qui viennent. À bientôt.